Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai un peu la pression, évidemment, non pas seulement parce que j'ai mes parents dans la salle, mais aussi parce que je fais quand même la journaliste que je ne suis pas avec une des meilleures journalistes à côté de moi. Voilà, donc ce n'est quand même pas si simple. Vous dire peut-être que dans le prolongement de ce que disait Pierre-Emmanuel, c'est vrai que ce fil rouge sur les jeunesses, on avait évidemment envie de l'ancrer localement. On avait envie d'avoir un moment comme ça local. On a fait aussi des choses avec la cité scolaire, je vais vous en parler un petit peu après. Pour commencer, je vais quand même te présenter, Salomé, pour te dire pour dire que donc tu es journaliste et tu es autrice. Alors, tu es journaliste depuis une dizaine d'années. Ça ne se voit pas. Tu travailles notamment pour le média en ligne Blast, le souffle de l'info, mais aussi pour France Inter, France Info, France 5. Tu as fait une série de podcasts sur France Culture que je vous recommande vivement, qui sont super, qui s'appellent Comment s'indigner. Et tu interviens dans de nombreux médias. Alors, tes terrains d'enquête privilégiés sont l'économie, l'écologie, les inégalités sociales et les inégalités de genre, la lutte nécessaire contre la montée des extrémismes et de la jeunesse dans tout ça. Enfin, pas de la montée de la jeunesse, mais en tout cas, où se situe la jeunesse dans tout ça. Alors justement, comme autrice, tu as écrit et publié 2 livres assez récemment. Alors le premier, c'était en 2023. Sois jeune et tais-toi, donc qui était une enquête qui démontre vraiment les clichés qu'on peut avoir sur la jeunesse et qui va vraiment au-delà de la simple critique générationnelle, mais vraiment avec l'idée justement qu'il faut une solidarité, que les générations communiquent entre elles et qu'on réponde ensemble en fait aux défis globaux qui se positionnent face à nous tous en fait, qu'on soit jeune ou qu'on le soit moins. Le deuxième livre que tu viens de sortir, donc qui s'appelle Résister. Donc c'est une sortie en 2024 c'est une enquête également sur le danger que représente la prise du pouvoir par l'extrême droite en France. Alors on peut quand même dire que cet essai en fait est le numéro 1 des essais en vente en France depuis quand même plusieurs semaines. Donc bravo pour ça, c'est ça hein. Merci beaucoup. C'était le premier dans les librairies et là maintenant c'est effectivement le premier depuis cette semaine, toute vente confondue. Voilà, donc vous pourrez l'acheter et vous pourrez signature de Salomé à la fin de cette rencontre. Merci de nous accompagner tout au long de ce fil rouge. On va peut-être, sans attendre, commencer par ta présentation de ton enquête sur les jeunes. Ensuite, moi, je vous ferai une présentation assez brève également d'une enquête qu'on a menée à Bourg-Saint-Maurice, à la cité scolaire, auprès de 300 lycéens. Et puis après, on échangera un peu. Et puis surtout, on va garder du temps pour des questions-réponses dans la salle. Merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup pour l'organisation, aux équipes de Soho. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux, m'a-t-on dit, jour d'ouverture des pistes de ski. Donc je suis vraiment très honorée que vous ayez choisi d'être là. Apparemment, la météo est quand même un peu de notre côté pour que vous ayez envie de venir écouter parler justement de jeunesse. Donc assez rapidement, puisqu'on m'a dit que j'avais une dizaine de minutes pour vous présenter mes travaux, cette enquête sur la jeunesse. Simplement, avant d'aller plus loin, je voulais vous expliquer comment je m'y suis pris. Donc pendant 1 an et demi, j'ai essayé de lire tout ce que j'ai pu d'études sociologiques, de recherches qui avaient été effectuées sur ce que sont et comment vivent les jeunes aujourd'hui en France, les jeunes dans leur diversité. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler, alors vous vous demandez peut-être à quel âge en fait on est plus jeune, hein, ce qui est toujours le moment un peu délicat. Alors l'INSEE dit qu'on est jeune jusqu'à 29 ans et qu'à 30 ans, voilà, c'est terminé. Moi, je vais avoir 30 ans bientôt, donc je compatis. J'en profite, il me reste quelques mois pour vous parler de la jeunesse. Donc aujourd'hui, quand je vous parle des jeunes, la plupart du temps, ce sera les 18-29 ans. La plupart des statistiques que je vais vous donner sont des statistiques de l'INSEE, tout simplement parce que ça permettait d'objectiver ça. Et ensuite, au-delà des recherches sociologiques et universitaires, j'ai essayé d'aller sur le terrain, rencontrer des jeunes de milieux très différents, de territoires très différents, avec des opinions politiques très différentes, pour essayer de dresser un panorama de ce que vivent les jeunes aujourd'hui, ce que ça veut dire qu'être jeune aujourd'hui, et d'établir une comparaison, avec prudence bien sûr, mais une comparaison avec les générations précédentes. Parce que tout l'objectif, c'était de répondre à ces personnes qui m'ont beaucoup dit, quand j'étais un peu plus jeune, moi de mon temps, les jeunes, c'était pas comme ça, ou moi tu sais, à ton époque, je ne me comportais pas de cette manière, ou notre génération était quand même bien mieux. Souvent c'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas ici d'établir une gradation de valeur des générations, c'est absolument pas l'objectif, mais de montrer à quel point le contexte
a pu changer. Avec quel monde les jeunes d'aujourd'hui doivent composer. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Je me permets de me lever un peu, comme ça je vois un peu mes statistiques. On va commencer avec cette petite vidéo. S'il y a des enfants, peut-être bouchez-vous les oreilles, c'est un tout petit peu vulgaire, mais ça dure 15 secondes. Et c'est devant l'Assemblée Générale de Total Énergie, il y a 2 ans, des manifestants écolos. Voilà. Faites pas chier! Ne me faites pas chier, connasse! Là, je suis pas libre à cause de vous. Vous n'êtes pas libre et nous, on va pas vivre. Eh ben, elle crève et puis me fait pas chier. De toute façon, vous allez crever comme les autres. Ils nous insultent. Voilà, un petit moment de tension pour celles et ceux qui n'ont pas entendu entre des actionnaires de Total Energy et des militants pour le climat qui sont pour la plupart jeunes, qui juste manifestent pacifiquement devant l'Assemblée et qui vont s'entendre dire crève et fais pas chier, puisque cette jeune militante qui a une 20aine d'années essaie d'expliquer mais nous on veut juste protéger la planète sur laquelle on est juste terrifiés, peut-être qu'on le voit pas forcément mais elle est en larmes. Et je trouvais que cette séquence était quand même assez emblématique parfois d'une tension générationnelle qu'on peut avoir entre des personnes plus âgées qui peuvent être très agacées en fait de ces jeunes militants et cette jeune femme qui représente une partie de la jeunesse complètement terrifiée par l'état du monde dans lequel elle doit vivre et avec lequel elle va devoir composer. Attention, j'insiste, il s'agit là d'une représentation de 2 générations, ça ne veut pas dire que ça représente chaque génération est représentée là, puisque toutes les personnes les plus âgées ne sont pas comme ce monsieur et que tous les jeunes ne sont pas des militants pour le climat. Mais on retrouve à l'endroit des jeunes en France, des critiques très régulières, très virulentes, qui m'ont donné envie d'écrire ce livre. Alors, peut-être on va passer à la slide suivante, parce que... Ah, on se le remet. Voilà, donc ça c'est des titres de presse qu'on a pu retrouver sur les plus jeunes. Donc le Figaro Vox qui parle de dangereuse propagande de l'infantilisme climatique face à Greta Thunberg qui a été très critiquée en raison de son âge. Elisabeth Lévy qui nous dit les jeunes c'était mieux avant. Le Figaro ils aiment bien généralement taper un petit peu sur les jeunes. Il y a ce livre de Brice Couturier qui s'appelle OK Millennials, qui est un livre entier visant à dire que la génération des 68 arts était vraiment bien meilleure que la jeune génération, en se basant souvent, pas vraiment sur des faits. Et alors la slide suivante, pardon, oui, peut-être c'est plus simple. Ça, c'est une autre des critiques qui a été beaucoup exprimée à l'endroit des jeunes, c'est le narcissisme exacerbé de ces jeunes qui voudraient être youtubeurs au lieu d'être astronautes, les jeunes qui seraient paresseux, qui voudraient plus travailler. Donc c'est vraiment des critiques qu'on a beaucoup retrouvées. Désolée, je vous redemande la slide suivante, c'est un peu rapide. Et ça, c'est une campagne d'Amnesty International qui a été produite il y a 3 ans et qui vise à défendre les plus jeunes contre les clichés anti-jeunes, parce que ces clichés anti-jeunes font du mal. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est que c'est pas anodin en fait de se dire que les plus jeunes sont paresseux. Ça contribue à construire une petite musique d'ambiance qui fait beaucoup de mal aux plus jeunes, parce que leurs conditions ne sont pas du tout aussi simples que ce qu'on pourrait penser. Et là, slide suivante. Donc on va parler d'économie aujourd'hui. Vous êtes contents de vous être levés pour voir des statistiques comme ça à 11h du matin. Ah, il manque... D'accord, il manque les écritures en noir. Ouais, très bien. Ok, super, merci beaucoup. Donc, les jeunes, il faut le savoir, sont les premiers précaires de France. Ce sont les personnes les plus pauvres, même si c'est pas souvent la représentation qu'on peut s'en faire. Donc aujourd'hui, ça c'est les statistiques de 2023. 1 jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. La moitié des files d'attente pour obtenir de l'aide alimentaire sont composées de personnes de moins de 26 ans. Et 1 jeune sur 4, là encore chiffre de 2023 du Crédoc, ne mange pas à sa faim. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même bien avoir en tête. Et ça, c'est lié à plusieurs choses, mais avant tout, la précarité des emplois. Il faut savoir qu'à 19 ans, on a environ 1 jeune sur 2 qui travaille. Donc quand on parle de jeunesse, souvent on pense aux étudiants. On va se dire les jeunes c'est les étudiants. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont très vite en fait dans le monde professionnel, donc c'est 1 jeune sur 2, et ces jeunes-là sont exposés à une précarité de l'emploi qui augmente. Et je pense que ce graphique il est vraiment très important, parce que ce qu'on constate, c'est qu'en 1982 il y avait 17% des emplois qui étaient des emplois dits précaires. Et là je pense aux générations précédentes, vraiment c'est ce type de marché de l'emploi-là qu'elles ont connu, avec certes beaucoup de chômage qui s'est maintenu à peu près au même niveau aujourd'hui, mais surtout des emplois qui étaient avant tout des CDI quand on accédait à l'emploi, donc avec la protection sociale que ça implique, avec des salaires qui étaient plus élevés en réalité sur le temps long en termes de pouvoir d'achat. Donc il y a 40 ans, quand on était jeune et qu'on avait un premier emploi, on pouvait faire un prêt, on pouvait même parfois accéder à la propriété très jeune, on pouvait acheter une voiture, on pouvait accéder à une forme d'autonomie qu'on n'a plus aujourd'hui quand on a 20 ans et qu'on accède à ce premier emploi, puisqu'aujourd'hui, je reste sur l'autre graphique, en gros aujourd'hui 52% sont des emplois précaires, les emplois des jeunes. Donc 1 emploi sur 2 des emplois de jeunes
sont des emplois qui ne sont pas des CDI, qui sont liés aux tous les statuts qui se sont développés, le CDD, le statut d'auto-entrepreneur, l'intérim, je pense que beaucoup vont connaître ça ici, l'alternance, qui sont en réalité aujourd'hui des emplois qui font que si on a pour beaucoup on a besoin d'un arrêt maladie, on ne va pas pouvoir le prendre, qu'on ne sait pas comment on va se projeter dans les prochains mois, qu'on va être exposé parfois à du chômage qui est subi. Et tout ça, ça favorise cette précarité. Et slide suivante, désolée, j'ai l'impression de donner des ordres. Et ensuite, tout ça pourquoi ? Eh bien, même si on travaille, même si on s'arrache, la plupart du temps, ce qui va compter, c'est ce dont on va hériter. Donc, il y a des jeunes qui vont très très bien. Ce sont les jeunes qui ont des parents ou des grands-parents qui vont leur donner de l'argent. Et d'ailleurs, je précise que venir d'une famille aisée ne veut pas dire ne pas être exposé à la précarité, parce qu'on peut mal s'entendre, en fait, tout simplement, avec sa famille. Et donc tout ça, ça participe aussi à cette précarité. Mais ça fait partie des clés de compréhension, et je suis contente parce que ce public est très intergénérationnel, de pourquoi il y a des jeunes qui ne veulent plus travailler. Parce que même s'ils travaillent énormément, ce qui va déterminer aujourd'hui leur niveau de vie, ça va être l'héritage. Dans les années 70, il y avait 35% de ce qu'on possédait qui avait été hérité. Aujourd'hui, on est à 60%. C'est une courbe qui est en constante augmentation. Plus on avance, plus il vaut mieux hériter que mériter. Et ça joue quand même pas mal sur la motivation, même si ce n'est pas toujours complètement conscientisé par les jeunes. Et on va arriver à un graphique, un chiffre qui est quand même très important, qui est qu'aujourd'hui, la plupart du patrimoine de ce pays est détenu par des personnes plus âgées. C'est notamment lié au prix de l'immobilier, et je pense qu'ici, dans cette région, ça doit être assez frappant. C'est-à-dire que les personnes qui ont investi il y a 40-50 ans, avec un emploi, encore une fois, qui pouvait même parfois être un SMIC ou un petit peu plus, ont aujourd'hui des biens qui ont pris une valeur exceptionnelle. Et les plus jeunes, aujourd'hui, quand ils veulent investir dans l'immobilier, c'est exactement comme s'ils arrivaient à une partie de Monopoly au 10e tour. Ils ne peuvent pas gagner, à part s'ils sont aidés. Et ça crée un sentiment de frustration. Et encore une fois, ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment une dynamique qui est nouvelle. Pardon, je reviens sur ces chiffres qui étaient déjà là, désolé. En 1986, le patrimoine net médian des trentenaires était 45% plus élevé que celui des plus de 70 ans. Donc en 86, les trentenaires étaient plus riches que les plus âgés. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Le patrimoine net médian des trentenaires est 3 fois plus faible que celui des plus de 70 ans. Et plus on avance, plus ce sont vraiment les personnes les plus âgées qui détiennent le patrimoine de ce pays. Je rajouterai une petite statistique, c'est que les plus âgés sont plus nombreux. Donc les 18-29 ans aujourd'hui sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Donc en fait, ils ne détiennent pas le pouvoir économique. Et ils ne détiennent pas non plus d'ailleurs le pouvoir politique. On reviendra un petit peu plus là-dessus. Et là, ça c'est un petit graphique sur l'évolution du budget par étudiant, parce que c'est pour montrer qu'on investit de moins en moins dans les jeunes. Ça, vous le voyez, et c'était déjà le cas sous Hollande. Plus on avance, moins il y a de budget public pour les étudiants, plus le privé explose. Peut-être qu'ici, il y a des jeunes qui font des études dans le domaine privé, parce que, tout simplement, il y a de moins en moins d'investissements publics. Je passe là-dessus. Alors ensuite, on est parti sur une bonne ambiance ce samedi matin. Allez bien dans un monde qui va mal, parce que j'ai voulu insister sur l'aspect économique parce qu'il est très très objectivable. Je vais aller un peu plus rapidement sur l'autre, c'est le réchauffement climatique. Ça, c'est les chiffres du GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts pour le climat, qui a le consensus scientifique, qui nous montre que plus on est âgé, moins on subit longtemps et de manière intense les conséquences du réchauffement climatique, et inversement, les plus exposés, ce sont les jeunes. Et je pense que c'est vraiment important de regarder ça. Je vous donne un chiffre. Une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc il y a vraiment des différences générationnelles qui sont quand même importantes. Et tout ça, ça joue sur la santé mentale des jeunes. Donc évidemment l'économie, évidemment la politique. J'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais tout ce contexte politique, ce contexte géopolitique, le fait qu'on ait une génération qui vit quand même, pour la première fois depuis plus de 70 ans, une guerre sur le territoire européen, le fait qu'on soit aussi sur les écrans, qu'on ait accès à des images qui sont extrêmement violentes dans notre lit, le fait bien sûr qu'il y ait le réchauffement climatique, cette incertitude de savoir si on va pouvoir s'insérer correctement dans le marché du travail, ça crée une génération qui va pas très bien pour une grosse partie de cette génération. Donc là, je vous donne quelques chiffres. Depuis, en gros, une dizaine d'années, la consommation d'antidépresseurs des jeunes a augmenté de 62%, tout comme les consultations de psychologues juste en hausse de 60% juste sur l'année 2022. Donc on est post-Covid, ça continue à se dégrader en fait depuis le Covid. Et enfin, un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. C'est le moment pas très marrant, j'y passerai pas longtemps, mais c'est très très important, parce que vous avez peut-être des jeunes comme ça dans votre entourage, voire vous êtes peut-être vous-même concernés. Ces jeunes-là ont besoin d'aide parce que parfois, malheureusement, ils passent à l'acte
à l'acte suicidaire. Je vous passe juste la prochaine slide. Donc en gros, on a une augmentation sans précédent des pensées suicidaires, mais aussi des tentatives de suicide. Et enfin, le suicide est la 2e cause de mort chez les jeunes. J'arrête là sur les infos un peu plombantes. C'est fondamental de comprendre ça pour que les jeunes qui sont exposés à ça ne se sentent pas seuls, comprennent qu'il y a aussi un mouvement de génération qui est très très net sur le sujet, et ensuite pour que l'entourage prenne au sérieux les jeunes qui disent qu'ils vont pas bien. Non, on peut effectivement aller sur le côté positif, restons un petit peu effectivement sur quelque chose de pas trop plombant, parce que malgré toutes ces conditions, eh bien, ce fameux cliché que je vous ai montré au début là, dans l'article de presse, les jeunes sont narcissiques, égoïstes, ils veulent pas s'impliquer, eh bien, en réalité une grande partie de cette jeunesse s'engage de manière très différente de celle de nos aînés, là où la génération dite des boomers au sens sociologique du terme considère le vote comme un devoir et pas comme un droit. Les jeunes considèrent beaucoup plus le vote comme un droit potentiel, qu'ils utilisent ou non. Et ils considèrent qu'une des manières les plus efficaces de s'engager aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas de voter, pour la plupart d'entre eux, c'est de s'engager notamment dans l'associatif. Donc 1 jeune sur 5 aujourd'hui engagés dans des associations de type altruiste ou militant. Plus de la moitié des 18-30 ans qui sont adhérents d'une association contre 46% de l'ensemble de la population. Donc en fait, les jeunes sont plus dans le domaine associatif que tout le reste de la population. Et ensuite, ça passe par plein d'autres modes. Ça peut être le boycott, ça peut être d'aller en manifestation. Hein. Un jeune sur 2 qui a déjà manifesté alors que c'était 1 jeune sur 3 dans les années 80. 59% des jeunes qui aussi s'investissent dans leur emploi. Ça aussi, c'est une forme d'engagement politique dont on parle peu. C'est que de choisir un emploi qui est moins payé, mais qui est plus utile, c'est une forme d'engagement politique. Et il y a de plus en plus de jeunes qui vont se lancer là-dedans. Donc aujourd'hui, 59% des jeunes considèrent le fait que d'être utile à la société dans le cadre de son emploi, c'est quelque chose qui est important. On a plein de statistiques là-dessus. Ce qui donne un peu d'espoir quand même, parce que cette génération qui se prend quand même plein de difficultés dans la tête, eh bien, une grande partie d'entre elles qui s'engagent, qui se sent concernées par le monde et qui ne demandent qu'à être aidées. Et qui ne demandent qu'une union en fait intergénérationnelle. Donc moi, le message aujourd'hui que j'ai envie de vous faire passer, c'est pas du tout celui d'une guerre de génération, c'est pas du tout d'en vouloir aux générations précédentes, parce que ça n'a absolument aucun sens et ce n'est pas constructif, mais c'est que les jeunes justement ne se taisent pas et que les plus âgés puissent les entendre pour qu'on puisse œuvrer ensemble à une société plus de meilleure qualité, plus égalitaire, plus juste et qui nous permette de vivre également sur une planète habitable. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et on va enchaîner sur la discussion. Bravo. Alors, avant la discussion, on va quand même enchaîner sur l'enquête qu'on a menée auprès de la cité scolaire de Bourg-Saint-Maurice. Comme je vous le disais, voilà, on a cet ancrage local fort, on a grandi ici, on a été à la cité scolaire aussi, avec Guillaume, Pierre-Emmanuel évidemment. Et on avait envie, en fait, de se dire, puisqu'on a ce fil rouge qu'on va relier à des films, qu'on a Salomé qui va nous apporter ses éclairages, comment vont les jeunes du coin ? Donc, on a contacté la cité scolaire avec laquelle on fait un travail à l'année. Je sais qu'il y a dans la salle Jean-Louis, j'ai toujours du mal, pardon, si j'écorche une fois de plus ton nom, mais Lamley Marin. Et c'est pas loin, c'est ça qui est dans la salle, qui est la personne qui est vraiment notre contact dans la cité scolaire. On a des lycéens qui sont là, donc très content que vous soyez venus aussi aujourd'hui. On peut avancer peut-être pour vous dire les résultats. Donc, c'est une enquête qu'on a menée auprès de 247 élèves du lycée, donc 59% de filles, 37% de garçons, 3% de non-binaires, bon, on y arrive à peu près, 1% ne souhaite pas répondre. Donc des jeunes au lycée qui ont entre 15 et 17 ans, avec une répartition équilibrée. Le lieu de vie, 43% vivent entre bourg C et M, 32% dans un village et 19% en station. Alors, ce qu'on peut dire de cette étude, la première, donc, c'est qu'ils ont répondu en masse. Visiblement, et ça on pourra peut-être y revenir, mais ils ont été intéressés par le questionnaire, donc ça c'est déjà chouette. Ils sont stressés, nos Savoyards. Plus de la moitié des répondants, donc c'est plus de 50%, affirment ressentir un niveau de stress élevé ou très élevé concernant leur futur. Bon, en revanche, une minorité de seulement 10% indique ne ressentir qu'un faible ou très faible stress, donc ce qui met quand même en lumière une inquiétude réelle parmi les jeunes de cette tranche d'âge. Dans le classement des préoccupations, vous les voyez ici, donc on est plutôt sur des préoccupations qui sont plutôt individualistes que collectives, on va dire. Donc première préoccupation qui est de trouver un travail qui corresponde à ses aspirations. Deuxième, de gagner suffisamment d'argent. Troisième, le réchauffement climatique. Bon, et puis je vous laisse peut-être regarder le risque d'une guerre en quatrième, les vagues d'immigration en cinquième, menaces terroristes en sixième,
inégalité sociale et discrimination, et intelligence artificielle en dernier. C'est une étude qu'on va mettre sur le site, hein, donc vous pourrez regarder plus en détail ultérieurement. On peut passer au slide d'après. Alors, dans les raisons d'espérer, puisqu'il y en a évidemment, alors on a 2 raisons d'espérer qui arrivent en premier. Premièrement, la solidarité entre les peuples et entre les personnes. Donc l'idée qu'on va se serrer les coudes voilà, pour faire face aux défis. La deuxième, c'est la technologie. Donc on est quand même face à une jeunesse qui est, comme on dit, technosolutionniste, c'est-à-dire qui pense qu'il y a un certain nombre de problèmes, notamment liés au climat, qui pourront être réglés par la technologie. Troisième raison d'espérer, l'adaptabilité humaine. Et dernière raison d'espérer, l'évolution vers une croissance plus sobre. On passe ensuite donc, sur le rapport à la transition écologique. Alors, attendez, je suis en train de me perdre. Donc, on voit là que, quand même, c'est un sujet qui, à 60%, en fait, n'intéresse pas, enfin, intéresse peu les jeunes qui ont été interrogés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous a un petit peu surpris. À l'inverse, les jeunes qui considèrent que ça les intéresse beaucoup et qui peuvent même avoir développé une éco-anxiété, on est autour de, on est à peu près à 30%, quoi. Donc voilà, dans le classement des préoccupations liées à la transition écologique, la première est une préoccupation liée au fait de renoncer à ce qui fait plaisir ou ce qui est pratique. Alors évidemment, on met dedans l'avion et nos modes de vie jusqu'à maintenant. La deuxième, c'est les pénuries alimentaires et énergétiques. La troisième, c'est l'impact direct sur l'économie des vallées, puisqu'on n'est en effet pas dans un lieu neutre sur ce sujet. La quatrième, devoir quitter les vallées en raison des de vie qui deviennent insoutenables, et puis le changement radical de la nature avec des paysages et des écosystèmes qui pourraient être profondément modifiés. Et en dernière préoccupation, les événements météorologiques extrêmes qui pourraient, comme des vagues de chaleur, les inondations ou les tempêtes. Alors, on peut passer à la slide d'après. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que sur le rôle des pouvoirs publics, on est quand même dans l'idée que les jeunes nous disent qu'ils considèrent que les gouvernements et les entreprises n'en font pas assez à plus de 70%. Voilà. Sur les actions individuelles, 88% disent qu'ils suivent quand même les recommandations pour aller vers un rapport, enfin pour faire leur part entre guillemets sur le sujet de la transition. 26% prennent une part active à titre individuel en prenant vraiment pour le coup des actions comme devenir végétarien, ne plus prendre l'avion, ce genre de choses. Et 24% pensent que ce type d'action pèse sur le climat. Ne pensent pas que ces actions pèsent sur le climat, justement. Considèrent que en fait, l'action individuelle ne peut pas à elle seule être une solution. On passe au slide d'après. Alors ensuite, on a posé des questions sur le sujet de l'Europe. L'Europe est plus vue comme en fait une ère de découverte et aussi une ère de paix. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort. Donc l'idée, c'est l'Europe. Bon bah oui, c'est une opportunité de voyager, de rencontrer des pays, de rencontrer des gens. Et c'est aussi la notion d'être plus fort ensemble. Donc on est quand même sur des réponses qui nous donnent l'impression d'avoir des jeunes qui ont un rapport à l'Europe qui est très positif et qui est quelque chose qui est plutôt de nature à protéger et à défendre nos intérêts. Ensuite, sur le sujet de l'inclusion, alors on a 66% des élèves qui considèrent qu'on a fait des progrès, mais que le chemin reste long. Pour 13% des élèves, les minorités représentent un danger. Et pour 13%, les progrès ont permis d'instaurer une société équilibrée. Sur les solutions liées à la mixité et à la parité, pour 66% des élèves, des lois plus strictes devraient être prises pour punir le racisme et le sexisme. Donc 47% sont favorables à davantage de mixité et de partage des différences. Et 41% favorables également à des modèles de réussite avec plus de femmes et de personnes racisées mises en avant. Et après, on a aussi 51% des élèves qui souhaitent que chacun respecte l'identité de la France. Alors, sur l'intergénérationnel, donc on a les jeunes interrogés, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais en gros, considèrent qu'ils ressentent un stress accru
par rapport aux générations précédentes. Donc là, on en revient à ce que tu disais, lié essentiellement aux incertitudes économiques et environnementales. La majorité des élèves vivent dans un monde qui est plus stressant qu'avant, même s'ils reconnaissent complètement qu'ils sont dans un monde où on se sent plus libre, plus riche et plus confortable que les générations passées. Donc la sécurité, en revanche, est considérée comme moins bonne qu'au temps des parents ou des grands-parents. On peut passer. Après, voilà, là, on est aussi sur est-ce que c'est moins bien ou mieux. Donc, moins bien 46%, mieux 26%, plus ou moins pareil, on est à 27%. Donc, entre le moins bien et le plus ou moins pareil, vous voyez, on est quand même on est à près de 70%. Voilà. Ça, c'est pour les notions d'intergénérationnel, parce qu'on trouve, comme tu le disais, que parler juste des jeunes tout seul, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est avoir cette démarche-là. Alors, on les a évidemment interrogés quand même sur leur rapport au cinéma. Donc, 89% disent que c'est un moment de divertissement, un moment de partage en famille, une façon de découvrir le monde. Donc ça nous fait plaisir quand même. Pour 47%, voir des films en salle, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et puis après, on a 26% qui regardent surtout à la télé ou sur les plateformes. Je me demande d'ailleurs si ces statistiques sont complètement réalistes, parce que j'en ai quelques-uns chez moi et je me dis que voilà. En tout ils cas, ont menti. Ou alors voilà. Soit vous avez menti, soit voilà, soit c'est les miens. Je ne sais pas. Alors. Sur la fréquence en salle, on a donc quelques fois dans l'année pour plus de la moitié, 51%. Et puis, une ou plusieurs fois par semaine, on est à 38%. Donc là, je pense qu'il y a une consommation de films qui n'est pas forcément en salle, mais bon, qui en tout cas est mixte. Et ça, c'est intéressant. Et avec près de 10% quand même de jeunes qui n'ont pas de fréquentation quasiment en salle du tout. Nombre de films par semaine, donc on est 2-3 par semaine, on est quand même à 70%, donc ça c'est beaucoup, et aucun ou presque 28%, donc voilà, on est dans des réponses qui sont assez des deux côtés, quoi. Du point de vue du festival de cinéma, donc les films proposés, alors 53% des élèves disent qu'ils ne sont pas du tout habitués à voir les films qu'on leur propose, et ben ça tombe bien parce que c'était justement ce qu'on avait envie de faire, n'est-ce pas? Pour 39% des élèves, bon, c'est surtout un type de cinéma qui ne leur correspond pas, ce qui ne veut pas dire que ça n'ouvre pas quelques fenêtres, n'est-ce pas? Et pour 6%, un cinéma qu'ils aiment. Dans le classement des préférences de ce dont ils bénéficient avec le festival, on a voir des stars, participer à cette grande fête, les masterclass, les débats, les rencontres avec les professionnels et puis les films et la programmation, évidemment. Voilà. Alors, merci beaucoup à la Cité scolaire et aux professeurs, à Pascaline Meunier qui nous permet de faire un énorme travail à l'année et à Meia Bézio qui a fait cette présentation. Je vais te poser quelques petites questions. Quand même, on enchaîne là-dessus. La toute première, c'est comment ils te font réagir ces chiffres? Qu'est-ce que tu te dis? Voilà, c'est ça. En fait, c'est plutôt représentatif, je pense, de la partie de la France qui fait pas partie des centres urbains, où on aurait, je pense, des résultats très différents, notamment sur les questions écologiques. Mais la manière dont les questions étaient posées, je pense, compte beaucoup, parce que ce qu'ils ont exprimé comme ne les intéressant pas, ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas la crise climatique, parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans l'extrême majorité des territoires, en France et à l'international. Les jeunes sont éco-anxieux. Il y a une étude qui est la plus sérieuse qui a été menée sur le sujet auprès de dizaines de milliers de jeunes à travers le monde, qui a été publiée dans The Lancet, qui globalement retombe toujours sur ce même chiffre. C'est 1 jeune sur 2 qui est éco-anxieux. Ça veut dire qu'il ressent de l'anxiété, parfois de manière presque pathologique, même si en soi ce n'est pas une pathologie, c'est une réaction lucide, quand même, on le rappelle, mais qui vont vraiment avoir cette réaction qui est très forte. Là, ce dont il parle, c'est de la transition écologique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans les entretiens. C'est surtout dès qu'on sort des centres urbains avec des jeunes qui étudieraient ça ou qui sont vraiment... d'ailleurs, là, en plus, ils sont lycéens, donc qui ne sont pas spécialisés là-dedans. Il y a un sentiment d'incompétence très fort, un sentiment d'impuissance. Ça ne veut pas dire que ça ne nous inquiète pas, mais simplement, on a l'impression qu'on ne peut rien y faire. Et ça s'est retrouvé dans les autres chiffres aussi qui disaient, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, on ne va pas réussir à changer les choses. Et dans cette même étude que vous avez menée, les 3/4 des jeunes disent que les entreprises et le gouvernement ne font pas assez. Donc c'est bien qu'ils considèrent quand même qu'il y a quelque chose à faire et que la transition écologique et la manière dont on pourrait changer les choses
les intéressent et qu'ils ont un avis là-dessus. Mais souvent, et c'était le cas pour l'écologie, pour la géopolitique, pour des grands sujets de société, c'est qu'il y a un sentiment d'illégitimité et d'incompétence très fort. Et je sais qu'il y a un cliché qui voudrait que les ados aient envie de donner leur avis sur tout et qu'ils soient certains, effectivement, ça marche sur certaines thématiques. Et moi, j'ai beaucoup rencontré des jeunes qui étaient très peu sûrs d'eux, surtout les jeunes, évidemment, des milieux sociaux les moins favorisés, qui avaient l'impression que leur avis n'était pas le bon, qu'ils n'étaient pas bons en fait, qu'ils n'étaient pas compétents, qu'ils ne pouvaient pas donner leur avis sur les grands sujets de société, alors qu'en fait ils en ont un la plupart du temps. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas tant cette idée que la transition écologique, ça les intéresse pas parce qu'ils sont pas compétents là-dessus, ils peuvent pas en parler, ils savent pas exactement ce qu'il faut faire. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment chez les plus jeunes, mais aussi chez chez le reste des générations. C'est cette idée que c'est tellement énorme ce qui nous arrive dessus. On a beau le voir, on a beau en voir les conséquences, que ça nous fait très peur et on a l'impression que ce qui fait peur, c'est pas tant le réchauffement climatique que l'impression que les personnes qui sont censées gérer le truc le gèrent pas du tout. Et que c'est en train de sacrifier notre avenir. Et face à ça, effectivement, il y a cette réaction. Donc j'insiste, l'éco-anxiété, c'est un truc très très fort. Ça définit vraiment une partie de cette génération-là. Eh bien, il y a deux réactions. Il y a la réaction, moi je vais devenir militant, je vais m'engager, je vais essayer de faire à mon échelle pour lutter aussi contre cette anxiété. Et il y a la réaction, sauf qu'il peut, de toute façon c'est foutu, je préfère profiter. Et il y a ce sentiment aussi d'injustice énorme. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce côté intergénérationnel, c'est qu'ils se disent mais moi mes parents ils ont pris l'avion, ils ont tout saccagé, pourquoi moi je devrais me sacrifier? Et dans le livre je cite d'autres chiffres qui montrent que la plupart des jeunes en réalité seraient prêts à renoncer à prendre l'avion par exemple si c'était obligatoire pour tout le monde. En tout cas c'est pas renoncer totalement, c'est réduire le nombre de vols et avoir un nombre de quotas. Mais l'immense majorité d'entre eux ne se dit pas prête à renoncer à prendre l'avion s'il n'y a pas la même règle pour tout le monde. Et ça, je pense que ça définit vraiment aussi cette partie de cette génération, c'est de se dire mais pourquoi moi, je vais m'engager, je vais tout mettre en œuvre dans ma vie, sacrifier complètement les privilèges auxquels je peux avoir accès, comme manger de la viande, enfin tout ce qui peut polluer, puisque de toute façon les autres générations ont profité à fond et qu'en plus de toute façon il n'y a rien qui est fait et c'est foutu. Et donc je pense que voilà, ça peut expliquer une partie de ces chiffres sur l'écologie. Je vais vous laisser un temps avec la salle, donc et puis surtout tu réponds à toutes les questions que j'avais pardon, déjà prévues. Non, mais c'est génial, ça va hyper vite comme ça, c'est parfait. Je sais que tu aimes bien parler des jeunesses et pas de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Oui, mais c'est vraiment fondamental parce qu'en réalité, par exemple, quand on parle de génération climat, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas une génération climat. Comme en mai 68, il n'y avait pas une génération mai 68. Tous les jeunes de l'époque n'étaient pas engagés contre De Gaulle. En fait, c'était même une petite partie en réalité. Et c'est le cas avec tous les mouvements de mobilisation des jeunes. Ce n'est jamais tous les jeunes. Et les mouvements politiques, de manière générale, n'impliquent jamais toute une population. Il y a toujours des divergences. Et donc aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont à l'image de toutes les autres générations, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui est fracturée, qui est diverse, et dans les jeunes dont je parlais, il y a ces jeunes qui pour certains sont dans une précarité vraiment extrême. J'insiste sur cette précarité parce qu'elle m'a beaucoup touchée pendant l'enquête. J'ai rencontré des jeunes qui vendaient leurs meubles pour pouvoir manger, qui renonçaient à leurs rêves, qui renonçaient même à avoir un emploi potentiellement qui corresponde à 5 années d'études qu'ils ont pu faire parce que ça impliquait de faire un stage et qu'ils ne pouvaient pas juste se permettre d'avoir un salaire de stage parce qu'ils n'arrivaient pas à payer un loyer, ils n'arrivaient pas à manger. Donc ça a vraiment d'énormes conséquences. Et donc dans cette tranche d'âge, on a aussi le fils de Bernard Arnault, qui je pense va très très bien. Enfin en tout cas financièrement ça va. N'a pas les mêmes et en fait évidemment que ces jeunes-là n'ont pas les mêmes réalités. Ensuite il y a tous les types de discrimination. La grille de lecture générationnelle, elle m'importe parce qu'on l'a vu, on n'a pas accès aux mêmes choses. Il y a des fractures générationnelles, mais ce n'est évidemment pas la seule grille de lecture. Ça ne doit pas devenir juste un truc de conflit de génération, ça n'a aucun sens sociologiquement. C'est un des outils pour comprendre la société avec le rapport d'inégalité de classe, avec les inégalités de genre, avec toutes les autres inégalités qu'on peut constater. Et donc ces jeunes, ils sont traversés par ça. Et moi, je l'ai vu à ma petite échelle parce que du coup, je viens d'Ardèche, qui est un département très rural, dans lequel j'ai grandi pendant 18 ans, où il n'y a ni gare, ni autoroute, où c'est quand même c'est un département qui est très isolé, qui a un gros problème de service public. C'est un désert médical également. Et j'ai bien vu que la jeunesse que j'avais vécue là-bas n'était pas du tout la même que celle que j'observe quand je suis à Paris, dans le centre de cette capitale. Et donc, dans le livre, j'ai essayé de dresser un peu ce portrait divers, cette mosaïque de jeunes que souvent on réduit à un jeune qu'on va voir à la télé et on va faire un truc sur la jeunesse qui serait comme ça. Et donc en réalité, évidemment, la jeunesse de banlieue n'a rien à voir avec celle du centre de Paris et avec celle de Bourg-Saint-Maurice. C'est pour ça d'ailleurs que cette étude,
elles représentent une certaine jeunesse, mais pas toutes les jeunesses. Et c'est important de les accepter dans leur diversité, parce que ça nous évite de faire, je dis génération climat, mais génération narcissique, génération même engagée, ça n'a pas de sens. C'est à chaque fois une partie de cette génération. Et ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est le contexte. Le contexte, ça les réunit. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils vont devoir faire face à la crise climatique, par exemple. Il y a quelque chose qui nous a frappé quand on a fait cette étude, en tout cas dans le retour qu'on a eu de la part de la cité scolaire, c'est que les jeunes ont joué le jeu, ont répondu, étaient plutôt contents qu'on leur passe la parole. C'est quelque chose sur lequel tu reviens souvent aussi en disant qu'en fait, on leur adresse pas assez la parole, enfin, on les laisse pas assez s'exprimer, et surtout, ils n'ont pas d'espace pour vraiment prendre une forme de pouvoir et contribuer, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai appelé le livre « Sois jeune et tais-toi », en référence au slogan de mai 68. Déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a déjà 60 ans maintenant, je ne me trompe pas, 50 ans, pardon les maths, les jeunes de l'époque avaient le même sentiment que les jeunes d'aujourd'hui de ne pas être écoutés. Et je pense que c'est une constante, effectivement. On ne donne pas la parole aux jeunes. Et quand on leur donne la parole, c'est-à-dire quand on fait preuve d'écoute sans jugement préalable, je pense que c'est très, très important ce que je dis là pour les personnes plus âgées. C'est pas d'arriver avec une opinion et de faire sentir son opinion sur les écrans, sur peu importe le sujet que vous allez aborder, c'est de vraiment poser la question, comme j'ai essayé de le faire pour le livre. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Quelles sont vraiment tes aspirations ? Eh bien, l'immense majorité, pour ne pas dire quasiment tous les jeunes à qui j'ai posé ces questions, étaient ravis de me répondre, y compris des jeunes qui venaient de milieux où ils n'avaient vraiment pas du tout l'habitude d'être interrogés ou de prendre la parole, y compris des jeunes. Moi, je suis connue quand même pour prendre la parole sur l'extrême droite, par exemple, me positionner contre l'extrême droite. J'ai interrogé des jeunes d'extrême droite dans le livre qui étaient vraiment ravis de m'expliquer pourquoi ils avaient cette vision du monde. Et à partir du moment où je leur ai dit « je vous promets de vraiment laisser la parole et de vraiment prendre en compte vos arguments et tout ça », eh bien en fait, ils avaient envie de dérouler. Et ils avaient envie de vraiment, pour le coup, me convaincre que selon eux, cette vision du monde était la bonne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que journaliste, quand on fait la démarche de tendre un micro et de dire « vous pouvez me parler, vous avez la parole, et je vais la transmettre dans l'espace public », ils en ont une envie profonde. Et là, c'est pas du tout étonnant pour moi qu'on soit allé leur dire allez-y, répondez à des questionnaires, donnez votre avis. Ils ont vraiment envie de faire entendre leur voix, simplement parfois ils savent pas comment le faire, ils sont un peu intimidés, ils savent pas, dès qu'on leur pose des questions sur quel est ton avis sur tel sujet de société, pour beaucoup ça bloque parce qu'ils se sentent pas experts, mais quand on leur demande de parler d'eux, de leur vie, de leur quotidien, de leurs aspirations, l'immense majorité d'entre eux vraiment ont envie d'en parler. J'ai parlé un peu plus tôt de santé mentale. Faire cette démarche d'aller écouter les jeunes autour de soi, je suis convaincue que ça peut parfois sauver des vies. Et ça peut décloisonner, ça peut rompre avec un isolement qui est quand même un très gros problème chez cette partie des jeunes-là, là, notamment les 1 jeune sur 5 atteints de troubles dépressifs. Et donc ce dialogue-là, il est nécessaire. Et quand ces jeunes-là se sentent jugés, se sentent exclus, ont l'impression que de toute façon leur avis compte pas et que souvent on va dire qu'ils sont trop sensibles, qu'ils se victimisent, dès qu'ils sentent ça, évidemment qu'ils n'ont pas envie de parler. Avant de passer le micro à la salle, parce que je suis sûre qu'il y a plein de questions, j'ai quand même envie de faire le lien avec le festival de cinéma et la place justement des jeunes dans le cinéma. Alors j'ai lu que toi, en fait, tu avais eu un peu une révélation en voyant Persépolis, c'est ça ? Et sur le fait que tu t'es projetée dans le fait que d'autres petites filles dans le monde vivaient d'autres vies que la tienne. C'est quoi pour toi le rôle sociétal du cinéma ? À quel moment, en fait, il vient finalement permettre d'imaginer des possibles aux jeunes ? Déjà, le cinéma a ce rôle en tant qu'endroit où on peut se retrouver. Et c'est marrant parce que la moitié d'entre eux disaient que c'était quand même un endroit où on peut se retrouver et partager une expérience qu'on n'a pas derrière son écran quand on regarde Netflix. Peut-être qu'ils ont menti, les 26%, en disant non, il n'y a que nous qui pensons que c'est bien que c'est mieux d'être derrière Netflix. Moi, je pense que c'est un endroit de commun quand même où on peut aller et où on peut partager une expérience, donner son avis ensemble. C'est quelque chose auquel beaucoup de jeunes sont très attachés. Simplement, ce qui, pour moi, le premier obstacle à l'accès des jeunes au cinéma, c'est le prix, qui aujourd'hui est très élevé, même pour des personnes qui ne sont pas jeunes. Donc, quand on sait leurs difficultés financières, voilà. Et j'ai eu la chance, à l'époque, justement, dans mon village, il y avait un cinéma qui après a fermé. C'est pour dire à quel point c'est important d'avoir quand même ce type d'endroit. À ce moment-là, mes parents m'ont amené voir Persépolis, donc le film de Marjane Satrapi qui parle de la condition des femmes et en l'occurrence d'une petite fille qui est Marjane Satrapi en Iran dans les années 2000 et qui m'a montré une autre réalité que la mienne, qui est qu'il y avait d'autres petites filles de mon âge, parce que je l'ai vu à 11 ans, qui n'avaient pas les libertés que j'avais
Et ça m'a profondément marqué. Et ça a été, je m'en rappelle encore, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que ça a été l'origine d'une forme d'engagement plus tard. De me dire, mais c'est insupportable que ça existe dans le monde. Donc pour moi, le cinéma, c'est le vecteur le plus puissant d'information. Et c'est une journaliste qui vous dit ça. Non, mais je pense que c'est plus puissant que le journalisme, honnêtement. En termes de manière dont ça touche les masses. Ça ne veut pas dire que le journalisme n'est pas nécessaire. Je pense que le journalisme, ça permet aussi de produire cette information. Mais l'art, ça touche l'âme, ça touche quelque chose de beaucoup plus profond, ça transcende. Et puis on n'a pas les mêmes limites qu'avec le journalisme, on n'est pas obligé de totalement coller aux faits de la même manière. C'est pas le même objectif, et je pense que ça peut vraiment provoquer des vocations, ça peut réveiller des consciences, ça peut sensibiliser à des grands sujets de société, et ça nous permet aussi d'avoir peut-être plus de discussions, parce qu'aujourd'hui ce qui cristallise vraiment les tensions, c'est beaucoup les médias et la politique. D'ailleurs, il y a une étude qui est parue ce matin qui montre qu'il y a un rejet très fort depuis 2024 des Français de l'espace médiatique. Parce qu'il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a un surplus d'informations qui sont anxiogènes. Le cinéma, comme beaucoup d'autres formes d'art, hein, je pense que c'est une manière de dépasser ça et de quand même traiter de grands sujets de société. Je fais partie des personnes qui pensent que tout est quand même un peu politique, à des degrés plus ou moins importants. Et donc, c'est indispensable à toute démocratie, pour moi, aujourd'hui, d'avoir ce type d'espace artistique. Est-ce qu'il y a des films, justement, qui racontent la jeunesse que tu recommandes particulièrement ? Alors là, récemment, j'en ai vu un exceptionnel au cinéma qui vient de sortir, c'est 20 Dieux. Qui est, c'est très subjectif, hein, mais je trouvais que c'était un bijou qui montre la jeunesse avec une justesse qu'on ne connaît pas forcément toujours au cinéma, c'est-à-dire avec ses bons et ses mauvais aspects, sans idéaliser. Parce que moi, les chiffres que je vous ai donnés sur les jeunes, c'est pour montrer les difficultés qu'ils rencontrent. À aucun moment, je pense que cette génération est mieux que les autres. Elle a plein de défauts, plein de contradictions, mais c'est simplement de la traiter avec la même bienveillance que les autres générations, d'essayer de la comprendre dans sa diversité, de comprendre quelles sont ses limites, quelles sont les problématiques auxquelles elle fait face. Et donc 20 Dieux, c'est l'histoire d'un jeune de 18 ans dans le Jura qui va faire face à un drame et va vouloir devenir fromager. Et on va voir vraiment tous les enjeux existentiels qu'il pose autour du travail. Et c'était d'ailleurs la première préoccupation des jeunes interrogés, et ça c'est dans toutes les études, hein, pour le coup, partout. Ce qui préoccupe avant tout l'immense majorité des jeunes, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est quel va être mon travail ? Parce qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup défini par son travail. Et donc ce qui les terrifie, c'est de trouver un emploi, c'est de ne pas trouver d'emploi déjà. Ensuite, c'est de trouver un emploi qui sera payé correctement pour pouvoir vivre. C'est pour ça qu'il y avait gagné de l'argent, parce qu'effectivement, dans un temps de crise économique pareil, c'est une préoccupation énorme. Ensuite, de trouver un emploi qui a quand même du sens, un emploi qui leur plaît. Et aujourd'hui, c'est un espèce de combo quasiment impossible pour beaucoup de jeunes. Donc, c'est la préoccupation, et 20 Dieux, ça traite de ça. Et ça traite de ce jeune homme qui va essayer de se trouver cette vocation. Et puis, petit plus, c'est qu'on voit la fabrication du comté. Mais alors... Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit peu, qu'on voit pas assez au cinéma, qui est le travail, qui est d'ailleurs dans le journalisme, je trouve qu'on ne voit pas assez le travail. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous ne savons pas à quoi ressemble le travail des autres en dehors de notre propre emploi. Et là, on voit vraiment le processus, en fait. Comment ça se passe dans une usine qui produit du fromage, comment, de manière artisanale, on peut faire du fromage, à quoi ça ressemble vraiment ce quotidien-là. Et de manière générale, je trouve qu'on gagne à ça. Et c'est ce qu'on voit un peu dans un film qui est très politique, mais qui aborde ce sujet. C'est le dernier film de François Ruffin, Au boulot, qui montre des gens qui notamment mettent des harengs fumés en boîte et qui montre concrètement à quoi est-ce que ça ressemble, quelle est la vie de ces personnes-là. Et je pense qu'il y a un aspect informatif génial pour le reste de la population dans ce type de film, de se dire mais voilà, ça existe en France, c'est comme ça que le comté que je mange quand même, parce que peut-être que ici voilà, on mange du comté. Nous on mange plutôt du Beaufort. Hein. Bon pardon, oulala, qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, le Beaufort. C'est comme ça que c'est fabriqué. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ? Scandale. J'espère qu'il n'y a pas la presse dans cette salle. Non, mais de voir aussi ce processus. C'est un film que j'ai trouvé absolument extraordinaire et réalisé d'ailleurs par une jeune femme qui vient à peine d'avoir 30 ans. Donc, c'est son premier film. Ouais. Vraiment, je le recommande. Et qu'on a projeté en avant-première le soir de la soirée de lancement du festival en novembre. On va faire 2 ciné-débats avec toi dans la semaine. Je vous invite à venir nombreux. Le premier, c'est lundi soir, c'est à 1800 à 18h autour du film Jouer avec le feu,
qui est un film vraiment très passionnant sur, en gros, un père, ses 2 fils, une évolution distincte des 2 fils. Je ne vais pas spoiler, je n'en dis pas davantage, mais qui tourne autour de la problématique de l'évolution des jeunes, on va dire. Et un deuxième film qu'on adore aussi, qui est le film de Agathe Ridinger, Diamant brut, et où là, ce sera vraiment un ciné-débat qu'on va préparer avec la cité scolaire, avec plus de 300 lycéens dans la salle, et avec des lycéens qui participeront au débat avec la réalisatrice et avec toi. Donc ce sera un chouette moment aussi. Je vais vous passer le micro pour que vous puissiez à votre tour poser des questions, toutes les questions que vous avez envie de poser à Salomé. C'est la canicule à Bourg-Saint-Maurice, là. Ça, Franchement, là, je m'attendais pas à ça. Il faut dire. Hein. Alors, réchauffement climatique. Bonjour. Moi, j'ai une question. Bonjour, pardon. Déjà, merci pour ton travail. C'est éclairé et éclairant, donc merci beaucoup. Et j'avais une question pour revenir sur les chiffres des lycéens. Il y a un truc qui m'a interpellée, c'est que la 4e préoccupation sur une des premières slides, c'était les vagues d'immigration. Et alors, je sais qu'on est dans un territoire qui est quand même assez marqué aussi. On n'est pas isolé parce qu'on a plein de touristes, mais en même temps isolé quand même. On reste à la montagne. Et par contre, dans la slide d'après, on avait quand même que le premier espoir, c'était la solidarité entre les peuples. Ouais, Et comment expliquer cette contradiction ? Est-ce que c'est typique de notre territoire ? Je pense pas. Non. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Ça me permet de parler d'un sujet dont j'ai pas parlé, qui est l'orientation politique des jeunes, qui sont en réalité très polarisés à l'image du reste de la société. Et ce type de réponse, on peut le retrouver dans beaucoup de territoires. Encore une fois, ce serait différent en centre urbain quand même, mais, et peut-être supérieur dans certaines zones rurales. Mais en fait, on parle des idées d'extrême droite. Hein. Cette obsession-là sur l'immigration, c'est quand même quelque chose qui nous vient idéologiquement de l'extrême droite en France. Ça n'a pas toujours été aussi présent dans l'espace médiatique et l'espace politique. C'est une dizaine d'années que ça prenne autant de place. Et les jeunes ne sont pas du tout imperméables à cette pensée-là. Et il faut, pour ça, essayer de comprendre à quoi ça ressemble le panorama politique des plus jeunes. Il faut savoir que la première réponse quand même qu'on nous donne de politique, quand on parle de politique, c'est « ça ne m'intéresse pas ». C'est « je ne vais même pas voter ». En fait, il y a beaucoup de jeunes, 40% à peu près, qui ne votent pas, tout simplement. Donc c'est le premier parti pour lequel ils votent, c'est l'abstention. C'est quand même important de le rappeler. Et ensuite, quand on prend tout le reste des jeunes et on regarde leur orientation politique, la moitié d'entre eux adhèrent vraiment à une gauche radicale, donc à des idées écologiques notamment très fortes, à de la lutte contre les discriminations, et c'était présent aussi dans les chiffres. C'est très important de lutter contre les inégalités, voire sanctionner. On est très préoccupé par les inégalités de genre, par le racisme, donc l'homophobie, ça reste des sujets qui sont très très forts, avec une radicalité supérieure aux générations précédentes. C'est-à-dire que par exemple les jeunes féministes sont quand même beaucoup plus radicales que les féministes plus âgées ou de la génération précédente. Et de l'autre côté, on a une partie de la jeunesse, donc là on est un jeune sur 3, donc en fait il reste 30% qui clairement adhèrent à des idées d'extrême droite. Et pour je dirais la moitié de ces 30%-là, on ne parle pas d'une adhésion lointaine, on parle d'une adhésion d'une vraie radicalité pour le coup, voire d'un militantisme, avec des bulles de filtre sur les réseaux sociaux, notamment du côté des masculinistes. Et ce qui est très important à souligner, c'est qu'il y a une inégalité de genre dans cette manière d'adhérer aux idées d'extrême droite. Les jeunes hommes sont beaucoup plus d'extrême droite que les jeunes femmes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs aussi aux États-Unis. C'est particulièrement marqué chez les jeunes générations. Et alors, à titre personnel, je l'explique notamment avec, pour le coup, Internet, avec les réseaux sociaux, alors on pourra parler de la dépolitisation de l'extrême droite, de Jordan Bardella, tous ces prouesses sur TikTok, tout ce qu'on a déjà largement documenté. Mais j'aimerais vraiment vous parler des masculinistes qui ont un succès immense, qui sont des hommes qui prônent la haine des femmes. Et c'est une idéologie qui souvent va mener après à du racisme, à de la lutte contre l'immigration, à de l'adhésion très forte aux idées d'extrême droite. Et souvent, un des premiers biais pour tomber sur ces vidéos de masculinistes qui font des millions de vues, on ne parle pas de trucs un peu niche, c'est de chercher des conseils en séduction. C'est-à-dire qu'on a des jeunes hommes qui ont 14-15 ans, qui tapent sur YouTube comment séduire une femme. Et qui vont tomber sur des vidéos d'hommes qui vous expliquent qu'il faut les manipuler, que les femmes dominent le monde. Alors, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais apparemment, les femmes dominent le monde. Et ça,
c'est une passerelle vers vraiment des sphères d'extrême droite et qui après crée des jeunes hommes, et j'en ai un notamment dans le livre, mais qui sont vraiment, pour le coup, c'est pas une vague idée, hein, c'est vraiment, qui sont profondément anti-immigration, qui sont aussi c'est très lié au sexisme, donc c'est pour ça que les femmes, je pense, adhèrent moins au truc, avec une vision de la femme qui est beaucoup plus conservatrice que celle qu'ont pu avoir nos grands-parents, par exemple. Donc c'est vraiment un espèce de retour en force, d'une radicalité très forte, et l'extrême droite monte de plus en plus chez les jeunes, quoique, et je tiens à le rappeler, c'est quand même le groupe d'âge qui vote le moins à l'extrême droite. Malgré tout. On en a beaucoup fait sur les jeunes qui votent à l'extrême droite, parce que c'est pas commun. Avant, il n'y avait vraiment pas de jeunes qui votaient à l'extrême droite, donc on s'est dit, c'est effectivement une percée. Mais il faut rappeler que le groupe d'âge qui vote le plus à l'extrême droite et de très loin dans ce pays, c'est les 50-59 ans. Donc c'est quand même pas les plus jeunes. Mais ce qu'on constate, c'est que chez certains d'entre eux, bien sûr, ces idées sont arrivées jusqu'à eux, c'est arrivé sur les réseaux sociaux, c'est arrivé aussi dans les grands médias pour certains, pour ceux qui sont en contact avec ces médias, avec notamment cette surreprésentation de la question migratoire. Oui, c'est bon. Moi, je voulais juste dire une petite chose par rapport, pour mettre en perspective le sondage, parce qu'on l'a fait donc avec ma collègue qui est là. Il faut vraiment mettre en perspective la liste des préoccupations, parce que ce que la plupart des jeunes, des lycéens ont dit quand ils ont dû faire le sondage, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité de ne pas classer. C'est-à-dire qu'ils voulaient mettre plusieurs choses en un. Et en fait, le classement, c'est un peu... je sais pas, un bien, enfin c'est imposé par le sondage en lui-même, et en fait beaucoup ont exprimé l'idée qu'ils voulaient mettre plusieurs items en un. Donc voilà, c'est juste pour mettre ça. Et il fallait forcément la... Ils étaient obligés de la mettre, oui. Non mais c'est intéressant. Alors moi, c'était pour vous demander si vous aviez remarqué que je trouve que dans les jeunes, si on a autant de mal à s'exprimer, c'est aussi parce qu'on n'a pas accès à la même information, et que de par les réseaux sociaux, entre le compte que je pourrais avoir et le compte que mes parents pourraient avoir, on voit pas du tout les mêmes choses en fait. Et il y a vraiment très peu d'homogénéité entre le vocabulaire que nous on utilise, que nos parents, nos grands-parents et plein de gens ne peuvent pas comprendre en fait. Et je pense que le fossé il se creuse aussi dans la manière dont on parle, et qu'on n'arrive pas à... On a un manque de vocabulaire en fait, parce que en passant plus de temps sur nos écrans, je pense que on lit moins et on a moins ce goût pour la culture qu'avaient nos parents, et je pense que ça crée de grands fossés, parce que nos parents ou nos grands-parents peuvent penser qu'on est inculte, qu'on s'intéresse à rien, alors qu'on n'a pas le même accès à ça qu'eux justement. Effectivement, il y a des pratiques culturelles différentes. Merci pour cette intervention, cette question. Il y a des pratiques culturelles très différentes, et c'est un phénomène qui est relativement nouveau, mais qui date des années 50. En réalité, ça date de post-Seconde Guerre mondiale, où là, il y a vraiment une culture spécifique aux jeunes qui va émerger, avec des magazines spéciaux pour les jeunes, des émissions de radio pour les jeunes, des groupes de musique qui vont être écoutés exclusivement par les jeunes. Et avant, c'était beaucoup moins le cas. La culture était plus homogène. Mais donc, c'est un phénomène que nos parents, peut-être que d'autres générations peuvent témoigner, ont déjà connu. Ce truc d'avoir une culture qui est différente, des références qui sont différentes, parfois même effectivement un vocabulaire qui peut être différent. Et là, on arrive peut-être à une... ça se caractérise de manière peut-être plus intense aujourd'hui, avec cette contre-culture qui s'est aussi développée sur les réseaux sociaux et qui est très très forte, avec les mèmes, avec tout ce vocabulaire qu'on a vu se développer dans certains espaces. Je pense à Twitch, je pense aux jeux vidéo, où là vraiment c'est presque incompréhensible. Mais encore une fois, je tiens à souligner les fractures au sein d'une même génération. C'est-à-dire qu'un étudiant de Neuilly, de toute façon, aura du mal à dialoguer avec ce jeune homme qui va fabriquer du comté dans le Jura. On a aussi quand même des différences de vocabulaire qui ne sont pas liées qu'à la génération, qui sont beaucoup liées au milieu social. Et effectivement, il y a ces différences générationnelles qui sont quand même fortes. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est qu'une question de vocabulaire. Je pense que c'est une question de traitement et de la manière dont les jeunes se sentent traités et se sentent perçus. Et pour moi, le meilleur témoin de ça, c'est l'explosion internationale de l'expression « OK Boomer », qui a eu un succès qui n'a pas plu aux générations précédentes. Alors écoutez, ça a donné un livre entier, OK Millennials, tellement certains sont vexés. OK Boomer, c'est une expression qui est née en 2019-2018, à vérifier, en Nouvelle-Zélande, quand une très jeune députée, a répondu à une injonction un peu
patriarcale viriliste au Parlement en disant ok boomer en référence à la génération, puisque c'est un groupe sociologique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe qui est utilisé par les sociologues, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est pas du tout dépréciatif, c'est ce terme-là qui est utilisé et qui est devenu une réponse des plus jeunes, qui a été perçue par les générations précédentes comme un manque de respect, mais qui est perçue par les plus jeunes comme une réponse à un manque de respect qu'ont les plus âgés pour eux. Et c'est cette incompréhension aussi, je pense, qui est visible avec cette expression-là. Mais le fait que les jeunes la reprennent aussi massivement, que même par exemple la chanteuse Angèle, qui est pour beaucoup de jeunes une idole, ait repris cette expression-là en réponse à une couverture de magazine qui avait été faite sur elle, qu'elle avait jugée probablement sexiste, bien ça, je pense que ça montre à quel point il y a ce sentiment d'être méprisé. Et c'est une manière de renvoyer un mépris qu'ils ressentent. En tout cas, moi, c'est mon analyse, c'est de dire, bon alors c'est toujours l'œuf ou la poule, mais qu'en premier lieu, quand même, les jeunes se sentent avant tout méprisés, et que c'est pas qu'une question de vocabulaire, et que c'est pas qu'une question de pratique culturelle. C'est en tant que tels, on ne les respecte pas pour leurs aspirations, pour ce qu'ils aiment. Et effectivement, il y a ce fameux truc de moi, de mon temps, on allait au cinéma ensemble, on faisait ça, et donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des écrans, par exemple, d'entrée de jeu, de dire TikTok c'est mal. Comment tu peux passer autant de temps à regarder TikTok ? Comment tu peux passer autant de temps à regarder des influenceurs, à regarder de la télé-réalité ? Là, je vous parle de tous les sujets qui souvent crispent un petit peu. C'est empêcher de commencer une discussion pour comprendre l'intérêt qu'il y a pour ça. Et peut-être c'est ce qu'on va voir dans le film Diamant Brut aussi, c'est d'essayer de comprendre ce qui traverse cette génération, ce que ça dit sociologiquement. Moi, TikTok, c'est pas ma génération. C'est déjà derrière moi. Et je m'y suis mise pour le livre. Et mon réflexe, honnêtement, quand j'ai allumé cette application pour la première fois, a été de me dire mais quelle génération de décérébrés en fait, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette application ? Je me suis dit mais non mais j'ai eu le réflexe parce que je ne comprends pas, parce que ça ne me parle pas, parce que ça n'est pas ma référence. Mais en faisant l'effort déjà de le regarder beaucoup plus longtemps et surtout de demander à des jeunes en fait pourquoi tu regardes TikTok ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça te procure ? On se rend compte déjà qu'il y a plein de centres d'intérêt qui sont différents, que ça parle aussi à beaucoup de jeunes une forme de transcendance de ces limites sociales, parce que souvent c'est aussi des modèles d'influenceurs qui sont venus de milieux populaires et qui ont réussi et qui donnent donc l'illusion d'un rêve. Et ensuite on se rend compte que les jeunes eux-mêmes sont très critiques des réseaux sociaux, sont très critiques de TikTok, ont tout à fait conscience du problème que ça pose, sans forcément pouvoir y faire face. Et donc, essayons de comprendre la culture l'un de l'autre, essayons de partager ce vocabulaire. Et je tiens à préciser qu'il y a plein de familles où ça se fait. Et j'en vois en fait plein dans les rencontres comme ça, des mères et filles qui viennent me voir et qui me disent nous, on essaie justement de partager. Il y a plein d'endroits où le dialogue intergénérationnel marche très bien, ce qui me donne beaucoup d'espoir, parce qu'il y a des endroits où c'est très, très violent, mais il y a aussi plein de familles où les deux parties font l'effort, et je suis convaincue que c'est possible. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste dire justement que le rapport aux réseaux sociaux dans l'enquête qu'on a fait ici, en fait, dit qu'il y a d'un côté, c'est mieux qu'il y ait des réseaux sociaux qu'avant, c'est mieux qu'il y en ait, et d'un autre côté, on a à peu près le même taux de répondants qui disent c'est pas bien, c'est moins bien. C'est moins bien qu'avant qu'on est. Donc il y a cette espèce de love-hate relationship de relation aux réseaux sociaux, et de dire d'un côté ça nous a apporté quelque chose, et de l'autre ça nous en enlève aussi beaucoup. Donc ils sont aussi lucides là-dessus, quoi. Oui, je voudrais juste rajouter, parce que je vois qu'il y a des très jeunes quand même dans la salle. Il faut quand même rappeler qu'on a mis entre les mains de très jeunes générations des outils dont nous ne mesurons toujours pas la portée. On n'est pas capable d'évaluer sérieusement, nous n'avons pas assez de recul sur les conséquences cognitives que ça a. On commence à avoir de plus en plus d'études qui montrent les problèmes que ça pose, mais on n'a pas un recul de 20 ans, 30 ans de science, c'est pas le GIEC, quoi. On est vraiment en train d'en évaluer les conséquences. Et ce qui s'est passé pour toutes ces générations, les 2000, c'est qu'on leur a mis entre les mains des outils ultra puissants, et maintenant on s'indigne du fait qu'ils y soient addicts. Mais il faut quand même rappeler qu'en premier lieu, ils ont été mis à un âge où, encore une fois, on ne connaît pas encore les conséquences que ça a sur... les conséquences cognitives que ça a, et on a fait un espèce de test géant en leur mettant ça entre les mains. Et donc aujourd'hui, pour beaucoup, ils sont juste perdus. Ils voient bien que c'est un obstacle à leur concentration, ils voient bien que ça les empêche de faire certaines choses. Beaucoup s'en saisissent aussi, ce que je raconte dans le livre. Il y a beaucoup de créativité sur les réseaux sociaux. Il y a plein de jeunes qui gagnent de l'argent en arnaquant des gens, en créant... Mais qui sont très créatifs pour essayer de s'en sortir, en fait. Qui essaient de devenir influenceurs, qui essaient de dépasser les limites qui leur sont présentées, et qui s'en emparent, voire qui militent. Donc effectivement, c'est cette love-hate relation avec les réseaux sociaux. Ils savent pas exactement comment se positionner. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que pour ou contre.
c'est beaucoup plus compliqué que noir ou blanc. Il y a des très bons côtés, il y a des côtés très négatifs qu'il convient d'approcher tous ensemble en tant que société. Mais si vous allez voir votre fils, votre petit-fils pour lui dire « Ah, c'est vraiment débile ton truc, TikTok », ça va pas permettre d'engager un dialogue constructif. On prend peut-être une petite dernière question. Allez. Merci, oui. Merci. Moi, je voulais juste rebondir sur la question précédente. Au-delà des problèmes de communication avec les jeunes, est-ce qu'il n'y a pas globalement un problème de communication tout court Parce qu'avec les réseaux sociaux, justement, on a tendance peut-être à être dans un entre-soi, à toujours voir la même chose. Et du coup, d'aller être confronté à autre chose, des idées qui ne sont pas les nôtres, comme par exemple l'extrême droite, d'aller poser la question aux jeunes « Et pourquoi tu votes à l'extrême droite ?» On n'a pas l'habitude d'avoir ce temps où on peut expliquer, parce que on le voit notamment dans les débats politiques, on se coupe la parole, on ne s'écoute pas. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus global que juste entre générations, et comment faire pour ouvrir plus de communication, s'écouter un peu plus? Je sais que c'est une question compliquée. Non, mais c'est pour moi peut-être un des problèmes principaux auxquels on fait face aujourd'hui, effectivement. Et puisque mon dernier livre est sur l'extrême droite, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était vraiment comment on en arrive à avoir des pensées parallèles. Et ce qu'on voit se développer en France, et j'ai beaucoup fait face en tant que journaliste, c'est qu'on dit cette table est noire et on nous dit ah non elle est rouge. Et moi je dis bah non vraiment cette table est noire. Le consensus scientifique actuel vous dit que cette table est noire. Et en fait c'est très compliqué quand on rentre dans ce type de vérités parallèles, les vérités alternatives, comme on dit au pays du Trumpisme. On n'arrive plus à avoir ce dialogue. Et ça, c'est ce qui est en train de se développer en France, avec des bulles algorithmiques très très fortes qui, effectivement, au-delà d'être générationnelles, sont sociales, sont politiques. Et on est en permanence en train de regarder des éléments qui nous satisfont, de regarder des interventions et des informations qui confortent ce qu'on pense déjà. Et c'est vraiment effectivement un gros problème. Mais ça va au-delà de la simple question des bulles algorithmiques. Et vraiment, je vous prends l'exemple des États-Unis, parce que je pense que c'est notre dystopie politique, mais c'est nous dans 10 ans, qu'on est parti quand même pour être là sur cette route-là, pour avoir couvert l'élection pour mon Média Blast. Il y a vraiment des vérités parallèles, des réalités parallèles qui se sont créées avec une incapacité absolue à dialoguer entre ces différentes sphères. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des leaders je dis l'extrême droite, mais ils ne sont pas considérés comme tels aux États-Unis. Ils sont considérés simplement comme un courant conservateur, qui disent très sérieusement qu'il y a un complot chinois qui fait qu'on croit qu'il y a un réchauffement climatique, mais qu'en réalité le réchauffement climatique n'existe pas, que la planète se refroidit. Le slogan de campagne de Donald Trump, je rappelle, c'était « On va forer, bébé, on va forer ». Les puits de pétrole. Donc ça, c'est quand même, on n'en est pas là en France, mais c'était quand même ça l'idée. Et un des grands leaders conservateurs des médias, Tucker Carlson, qui est donc une ancienne figure de Fox News, a dit en pleine campagne que, parce qu'il y a eu des ouragans en Floride, donc les gens qui adhèrent quand même à la réalité scientifique, on dit vous voyez quand même le réchauffement climatique. Et lui a pu dire, mais très calmement, que ces ouragans étaient liés aux avortements des femmes qui provoque la colère de Dieu. Et en fait, on en est là. C'est-à-dire qu'on est à un tel niveau on est tellement parti de la réalité commune et on est à un tel niveau de bulle alternative qu'on peut dire ça et que ça passe et que ça n'empêche pas qu'on soit d'ailleurs élu. C'est pas Donald Trump en personne qui a dit ça, mais c'est donc quelqu'un qui le défend et qui a beaucoup d'audience. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que plus ça va, plus on est en train d'arriver chacun dans nos réalités parallèles. Et surtout, et c'est ce qui explique, et je vous invite à lire, pour moi, qui est le livre de l'année sur la question, qui est un livre de Naomi Klein, qui a été traduit en français, qui vient de paraître, qui s'appelle Le Double, Voyage au cœur du monde miroir, où elle a essayé d'explorer justement ça. Et la grande conclusion qu'elle en fait, c'est que chaque camp, entre gros guillemets, réagit et se définit avant tout en opposition à l'autre camp. C'est-à-dire que dès qu'un sujet va être touché par l'extrême droite, la gauche ou les progressistes vont surtout plus vouloir en parler, ou vont dire c'est un truc d'extrême droite de parler de ça, par exemple. Et qu'à côté, dès qu'un sujet va être un des grands sujets du monde dit progressiste, c'est comme ça qu'elle dit, donc l'avortement, donc l'écologie, on va dire non, c'est un truc de wokiste, c'est un truc de gauchiste. Et en fait, on va continuer à alimenter des oppositions tout en relativisant l'intégralité du vocabulaire et en vidant les mots de son sens. Je terminerai là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe en France, qu'on a vu à plusieurs reprises quand même dans des séquences médiatiques. Par exemple, aux États-Unis, Kamala Harris
en s'appuyant sur quand même de nombreux faits pour le coup, et le directeur de cabinet de Donald Trump, tout ça a dit Donald Trump présente un risque fasciste. Ce que disait Robert Paxton, historien spécialiste du nazisme, ce que disait, donc il y avait quand même vraiment tout un faisceau d'indices qui permettait d'afficher ça. Donald Trump a dit non, c'est la gauche qui est fasciste. Et si vous voulez sauver la démocratie, votez pour nous. Et tout a été complètement inversé. Et en fait, quand on est dans cet endroit où le vocabulaire n'a plus de sens, où tout est utilisé à tort, à travers, et où chacun est complètement dans sa bulle algorithmique en fustigeant l'autre, en disant vraiment le pire truc, c'est d'être qualifié de démocrate ou de républicain, de woke ou d'extrême droite. Enfin, on est chacun avec nos islamo-gauchistes, par exemple en France, la bien-pensance, le droit de l'homisme, qui sont des thèmes des termes qu'on appose aux autres. On ne peut plus avoir la discussion. Et c'est pour ça, là je termine un peu sur l'autre livre, petite transition, mais c'est pour ça que je pense qu'il est si important de garder ce dialogue, de discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, d'avoir la discussion au repas de Noël. Je sais que ça arrive, je sais que c'est douloureux, mais vraiment prenez le temps si vous le pouvez, et si ça vous met pas en position d'insécurité ou que ça pose pas. Non mais je le dis par exemple, je dis pas à des personnes victimes de racisme d'aller discuter avec des racistes, en fait il y a des limites à ça. Mais non, mais c'est très important, si vous avez le temps de discuter avec Jean-Michel qui vraiment n'est pas d'accord avec vous, prenez le temps d'avancer des arguments, d'avoir une discussion calme. Je pense que c'est ça, c'est d'éviter cette polarisation à l'extrême qui a lieu dans l'ensemble de la société et aussi encore une fois dans les familles. J'arrête là. Et voilà, et on va arrêter là avec on garde cette idée de discussion intergénérationnelle. Alors il y a un endroit, je sais pas où c'est, mais je pense que c'est en bas pour les livres, c'est ça, pour les personnes qui veulent donc acquérir un de tes 2 livres, tu les signeras. Donc voilà, il y aura une demi-heure pour ça. Merci infiniment à nos amis de Soho, Anne-Sophie, David, de nous accueillir. Merci à toi pour ça. Franchement, s'intéresser aux jeunes, il y a quand même pas grand-chose de plus intéressant. Merci aux jeunes d'ici de nous avoir suivis là-dedans. Et puis surtout, venez voir des films parce qu'on va en avoir plein qui traitent de ce sujet. On va avoir des débats et qui traiteront d'autres sujets. Voilà, je vois Pierre-Emmanuel qui me regarde en disant il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai, donc venez voir des films et merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci.